Attendez, Bonjour, madame. bonjour. Donc, on peut démarrer? Oui, madame. Ok, très bien. Alors, je vais faire un bref rappel avant de démarrer le cours d'aujourd'hui sur ce qu'on a vu la dernière fois. Je comptais le faire en présentiel, comme ça, ceux qui n'étaient pas connectés la dernière fois, on allait faire un petit résumé, mais bon, c'est pas grave, on le fera encore une fois la semaine prochaine. Alors, lors de la première séance, on a vu c'est quoi un virus. Et donc, moi, j'aime bien cette citation de Monsieur Medawar, donc, qui dit qu'un virus, ce sont de mauvaises nouvelles. Donc, les mauvaises nouvelles, c'est son génome, qui sont entourées par les protéines, notamment les protéines de la capside et éventuellement de l'enveloppe virale. Donc, les virus, on a vu qu'il y avait beaucoup de virus qui peuvent infecter l'homme. Il faut savoir qu'on découvre de plus en plus d'autres virus. Également, une chose très importante, c'est que le pouvoir pathogène, c'est-à-dire les maladies engendrées par les virus, sont très variables en fonction de deux éléments essentiellement, du virus lui-même et de la pathogénie qu'il peut engendrer, et surtout de la réponse de l'hôte, qui est très variable. Donc, un même virus peut donner des infections asymptomatiques ou paucisymptomatiques chez une personne, comme il peut entraîner le décès chez d'autres. Et pour illustrer ça, vous avez actuellement la pandémie SARS-CoV-2, donc qui donne des infections asymptomatiques, voire paucisymptomatiques, ou le décès. Alors, les virus sont des micro-organismes, on a vu, de très petite taille, de l'ordre du nanomètre, et ce sont des parasites intracellulaires absolus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se répliquer en dehors d'une cellule hôte. Sur le plan structural, les virus sont caractérisés par une simplicité structurale qui est caractérisée par l'association de deux éléments constants, c'est-à-dire qu'on va les retrouver chez tous les virus, quels qu'ils soient. Ces deux éléments constants sont en premier le génome du virus qui est soit un ADN, soit un ARN, toujours entouré par une capside protéique de nature soit enfin d'architecture, on va dire, ou là de symétrie hélicoïdale ou icosaédrique. Et l'ensemble génome et capside, donc l'ensemble génome et capside est appelé nucléocapside. Les éléments inconstants, c'est-à-dire qu'on va les retrouver chez certains virus et ils seront absents chez d'autres, c'est notamment l'enveloppe virale. On a dit que c'était des virus, enfin des micro-organismes de très petite taille, de l'ordre de 20 à 300 nanomètres. C'est pour ceci qu'on ne peut pas les visualiser par microscope optique, on est obligé d'avoir un microscope électronique pour les voir. Et encore une fois, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires et absolus parce qu'ils ne possèdent pas l'équipement de biosynthèse des protéines, de l'énergie, etc. Ils vont le prendre de la cellule hôte. Et également, pour qu'un virus soit infectieux, il doit comporter à sa surface, soit au niveau de la surface de l'enveloppe pour les virus enveloppés ou à la surface de la capside pour les virus nus, ce qu'on appelle des glycoprotéines ou des spicules qui vont reconnaître le récepteur à la surface de la cellule et c'est comme ça qu'ils peuvent entrer et exprimer leur pouvoir pathogène. Donc ici, vous avez les virus nus, donc sans enveloppe. Si on a l'enveloppe, c'est les virus enveloppés. Et concernant le génome viral, rapidement, donc on a dit que c'était la première dichotomie de la classification virale. C'est les génomes des virus sont des génomes qui sont de très petite taille, très compacts, avec des chevauchements des gènes. Je rappelle encore une fois qu'ils peuvent être soit ARN, soit ADN. Ils peuvent être linéaires, circulaires, monocaténaires, c'est-à-dire un seul brin, bicaténaires, c'est-à-dire deux brins, ou encore segmentés, comme pour les orthomyxoviridae. Ici, une chose importante à rappeler, c'est que les virus sont essentiellement des virus à ARN et essentiellement des virus à ARN monocaténaires. Ces virus à ARN monocaténaires peuvent être soit de polarité positive. Je rappelle qu'un virus ARN de polarité positive est un virus qui est dans le même sens que l'ARN messager, c'est-à-dire 5', 3', et on va voir la répercussion, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lus directement dès leur entrée dans la cellule hôte, exemple ici le virus de l'hépatite C.
D'autres virus à ARN monocaténaire ont une polarité négative, c'est-à-dire qu'ils sont dans le sens inverse de l'ARN messager, 3', 5', et donc ils ne peuvent pas être reconnus par les ribosomes et ne peuvent pas être traduits tels quels en protéines. C'est pour ça que ces virus doivent porter avec eux la polymérase virale qui en général est associée à la nucléocapside. Alors, la capside, je rappelle encore une fois, ce mot capside provient d'une étymologie grecque qui est capsa pour boîte. Donc, c'est une boîte qui va contenir le génome essentiellement pour le protéger. Et encore une fois, deux types de symétries principaux. Les capsides tubulaires à symétrie hélicoïdale, je vous ai dit, c'est le ressort. C'est assimilable à un ressort, et les capsides icosaédriques à symétrie cubique, c'est plutôt assimilable à un ballon de football, excusez-moi, et c'est beaucoup plus résistant. Donc l'enveloppe virale, on a dit que c'est une membrane qui va entourer la capside pour les virus enveloppés. Elle est constituée essentiellement de la membrane cellulaire de la cellule hôte, essentiellement la membrane cytoplasmique, mais sur laquelle le virus va ajouter les glycoprotéines de surface qui lui sont spécifiques. Et cette enveloppe, vu sa constitution essentiellement lipidique, va être beaucoup plus fragile que la capside, ce qui fait que les virus enveloppés sont beaucoup plus fragiles dans le milieu extérieur que les virus nus. Donc, je passe sur ça. Et rapidement, pour la taxonomie et la classification virale, on a vu que, comme pour tous les êtres vivants, les virus vont être classés par ordre, famille, sous-famille, genre, espèce. Et à la fin, on aura le nom du virus. Je rappelle que pour l'ordre, ça finit par viral, donc herpès viral, par exemple. La famille, ça finit par Viridae. Donc ici, l'exemple des herpès viridae. La sous-famille, ça finit par Virinae, donc herpès virinae. Et vous avez ensuite le genre qui finit par virus, alpha herpès virus. L'espèce, c'est Human alpha herpès virus 3. Et le nom du virus, c'est le virus varicelle zona, pour donner l'exemple de la taxonomie du VZV ou virus varicelle zona. Dans la classification, également, on a vu la dernière fois la classification de Baltimore qu'on va revoir lors de ce cours parce qu'elle est essentielle pour la compréhension des mécanismes de réplication des virus en fonction des génomes. Donc, on va le revoir tout à l'heure. Donc, après ce bref rappel sur la structure des virus, les éléments essentiels bien sûr, le cours d'aujourd'hui va porter sur la réplication du virus au sein d'une cellule hôte, notamment au sein d'une cellule humaine, puisqu'on s'intéresse aux virus qui sont pathogènes pour l'homme. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on peut arriver d'une seule particule virale qui va infecter une cellule à produire plusieurs particules virales, on va dire plus ou moins identiques. C'est-à-dire qu'on va lever le voile sur toute cette partie-là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cellule hôte. Et donc, quels sont les objectifs de ce cours? Ils sont de les modifications génétiques survenant lors de la réplication virale. Donc, ce sont les objectifs de ce cours. Pour y répondre, nous allons adopter le plan suivant. Donc, après une introduction, nous allons voir quelques généralités et définitions. Ensuite, nous allons décortiquer le cycle de réplication virale avec les étapes précoces. Ensuite, ce qu'on appelle la multiplication virale proprement dite, les étapes tardives et pour finir, donc les variations du génome viral au cours de la multiplication virale. Alors, je rappelle encore une fois que le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Donc, en dehors d'une cellule hôte, il ne peut pas se répliquer. Il peut persister, donc j'insiste, il peut persister à l'état infectieux en dehors d'une cellule hôte, mais pour se répliquer, pour synthétiser de nouveaux virions, il a besoin de parasiter une cellule hôte. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il n'a pas de système enzymatique de production d'énergie ni de synthèse protéique. Et donc, ça se résume à avoir un simple génome.
Donc, le but quand un virus va rentrer dans une cellule, c'est d'arriver à synthétiser l'ARN messager. On va voir que c'est l'élément clé. Quand il arrive à synthétiser l'ARN messager, il est sûr qu'il va traduire cet ARN messager en protéines et il va détourner la machinerie cellulaire de la cellule hôte pour se répliquer, c'est-à-dire synthétiser les protéines virales structurales et non structurales, et bien sûr en même temps ou parfois par la suite répliquer son génome. Donc une fois qu'il aura synthétisé ces protéines virales et répliqué son génome, il va pouvoir les assembler et synthétiser donc de nouveaux virions. Alors, le cycle de multiplication virale dans une cellule hôte, il peut être, et le plus souvent c'est le cas, complet, c'est-à-dire qu'on va arriver à la fin à produire de nouvelles particules virales infectieuses. Mais parfois, c'est ce qu'on va voir, ce cycle peut être incomplet dans le cadre des infections latentes, c'est-à-dire que le virus va persister sous forme de génome sans production de protéines et sans donc production de nouveaux virions. Ou encore, le cycle peut être abortif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de synthèse du tout de nouveaux virions. Elle va s'arrêter, on va voir quelles peuvent en être les causes. Alors, pourquoi ce cours bien sûr, il faut le voir parce que c'est un cours de virologie fondamentale pour voir un peu comment se réplique le virus, mais également, et c'est une chose très importante, parce que les antiviraux, c'est-à-dire les médicaments qu'on va donner pour inhiber la réplication virale, vont agir sur une ou plusieurs étapes du cycle de réplication. Donc, il faut comprendre un peu comment fait le virus pour se répliquer, pour voir comment on peut arrêter cette réplication grâce aux antiviraux. Alors, le cycle de multiplication virale, donc c'est l'ensemble des étapes qui vont aboutir à la synthèse de plusieurs particules virales à partir d'une seule particule virale, on va dire, au départ. Chose très importante, s'il vous plaît, c'est que le virus, dans la réplication virale, il n'y a pas de division virale. Ce que vous avez étudié jusqu'à présent en biologie cellulaire, c'est par exemple les mitoses des cellules, donc c'est une division cellulaire pour qu'il y ait une réplication. Donc la réplication virale est tout à fait différente, on va voir ça, et il n'y a pas de division virale. Donc le virus va libérer son génome et à partir de ce génome, il va synthétiser des protéines et répliquer le génome et assembler les deux. Alors, à partir de ce génome, le virus va détourner à son profit la machinerie cellulaire et va débuter la synthèse. On va voir tout ça par la suite. Et il faut savoir également que la durée de ce cycle de réplication est très variable en fonction des virus. Elle peut aller de quelques heures à quelques jours pour certains virus. Donc, la durée est très variable. Si on veut un peu résumer ou synthétiser les étapes du cycle de réplication, il y a trois grandes étapes ou périodes majeures. Les périodes qu'on appelle initiales ou précoces, donc je vais passer directement au schéma. Les étapes qu'on appelle, enfin les périodes qu'on appelle initiales ou précoces, c'est les étapes qui consistent en l'attachement du virus à son récepteur cellulaire, ensuite sa pénétration et sa décapsidation. Donc, le but étant de libérer le génome dans la cellule. Une fois qu'il a libéré le génome dans la cellule, c'est ce que vous avez ici en bleu, vont débuter ce qu'on appelle les périodes de réplication virale proprement dite. Et la période de réplication virale proprement dite va comporter deux éléments différents qui peuvent se passer en même temps ou en décalé en fonction des virus. La première, c'est la synthèse de l'ARN messager et à partir de la synthèse de l'ARN messager, on aura sa traduction en protéines virales structurales et non structurales, et vous avez également la réplication de ce génome. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les étapes de réplication virale proprement dites. Une fois qu'on a synthétisé, que le virus a synthétisé les protéines et a répliqué son génome, vont venir les étapes tardives, c'est l'assemblage génome et protéines, et bien sûr,
on peut avoir une maturation et la libération de ces virions néoformés qui vont aller parasiter, infecter d'autres cellules adjacentes. Donc ça, c'est en résumé et c'est un des objectifs principaux à retenir. Alors, avant d'aller décortiquer ces différentes étapes, il y a des notions très importantes à connaître. Premièrement, c'est pourquoi il y a des cellules que certains virus peuvent infecter et d'autres pas. C'est ce qu'on appelle le tropisme viral et qui va être expliqué par la présence de cellules sensibles et la présence de cellules permissives. C'est quoi une cellule sensible ou susceptible d'être infectée par un virus? C'est une cellule qui va porter à sa surface le récepteur cellulaire spécifique au virus. Donc, je vous ai déjà parlé la dernière fois de serrures et de clés. Donc, pour qu'un virus puisse parasiter une cellule et rentrer dans cette cellule et se répliquer, il a besoin de trouver à la surface de cette cellule une serrure qui est adaptée à sa clé. Et donc, une cellule qui ne possède pas le récepteur spécifique sera une cellule résistante à ce virus, donc il ne peut pas la parasiter, il ne peut pas rentrer à l'intérieur d'une cellule. Une fois qu'il rentre à l'intérieur de la cellule, il faut que la cellule soit permissive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la cellule puisse permettre au virus de se répliquer et donc c'est une cellule qui a la capacité de répliquer le virus, qui est adaptée à sa réplication. Et par voie de fait, pour qu'il y ait une réplication virale, il faut obligatoirement avoir une cellule susceptible ou sensible et permissive au virus. Et c'est ce qui définit, comme je vous ai dit, le tropisme cellulaire ou tissulaire. Donc le tropisme d'un virus est défini par les tissus et ou les cellules qu'il va reconnaître et qui sont porteuses des récepteurs pour fixer ce virus. Elles permettent la multiplication de ce virus, donc sensible et permissive, et c'est pour ça qu'on aura des tropismes différents. Par exemple, on aura des virus qui sont neurotropes, tels que l'herpès simplex virus, pour donner un exemple, ou des virus qui ont un tropisme respiratoire, tel que le virus grippaux. À côté de la présence de ces deux conditions très importantes et obligatoires, je rappelle encore une fois, la présence de cellules sensibles et permissives, il y a bien sûr d'autres conditions. C'est la présence d'un génome viral qui porte une information génétique adéquate, et bien sûr des éléments cellulaires. Donc à l'intérieur d'une cellule, il faut que le virus trouve les éléments nécessaires à sa réplication, notamment les nucléotides, les bases ATCG, les acides aminés pour synthétiser ces protéines, les acides gras, etc., mais également l'énergie et les enzymes de réplication et de synthèse protéique, pour ne citer que ça. Maintenant, quand un virus rentre dans une cellule, il y a différents types de relations. Donc, ce que vous avez là, en bleu, c'est une cellule hôte. À l'intérieur, vous avez le noyau en vert et vous avez l'ADN de la cellule hôte en rouge. Et ce que vous avez ici, c'est un virus. Donc, quand un virus va rentrer à l'intérieur d'une cellule, le plus souvent, il va se répliquer et donc on aura un cycle productif, c'est-à-dire la synthèse de nouveaux virions. Et en général, pour qu'il y ait une libération, il y aura un éclatement ou une lyse de cette cellule hôte et on appelle ça un cycle productif. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle un cycle abortif, c'est-à-dire que le virus va rentrer, mais il ne pourra pas se répliquer. On va voir quelles en sont les causes. Et donc, il n'y aura pas d'anomalie cellulaire et pas de production de nouveaux virus. Certains virus, au lieu de faire un cycle productif, ils vont rester à l'état de latence, c'est-à-dire que leur ADN va se circulariser et rester au niveau du noyau de la cellule hôte sans qu'il y ait intégration. C'est ce qu'on appelle l'ADN épisomique et c'est la latence virale. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de production de virus.
Mais à l'occasion d'une réactivation virale, le virus peut reprendre sa réplication et donner un cycle productif. C'est l'exemple typique des herpès viridae qu'on va bien étudier dans le cours relatif à cette famille virale. Certains virus ont la capacité de s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Donc, ils vont faire partie du génome de la cellule hôte. Par exemple, le VIH, donc il va rétrotranscrire son ARN en ADN et il va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Et il va reprendre à partir de là un cycle de réplication virale. Et autre chose, que ce soit dans le domaine de la latence ou dans le domaine de l'intégration, certains virus ont la capacité d'être des virus oncogènes, c'est-à-dire d'entraîner une transformation maligne de la cellule hôte et donc d'induire une tumeur ou un cancer. Donc ça, c'est les différents types de relations virus-cellule et on voit que c'est très diversifié et pour un même virus, on peut avoir plusieurs types de relations. Alors, quels sont les types d'infection de la cellule? Si on veut reprendre ça sous forme de texte, on a l'infection productive. Productive, comme son nom l'indique, on va produire de nouveaux virions et ceci par l'expression de tous les gènes viraux et en général, on a une lyse de la cellule hôte. Donc, infection productive, production de nouveaux virus et en général, on a la lyse de la cellule hôte. Et donc, une infection abortive, donc on va aborter, il n'y aura pas de synthèse de nouveaux virions. En général, il y a un retour à la normale de la cellule hôte et ceci peut être dû à deux éléments, soit que le virus qui a infecté la cellule, il est défectif, il y a une anomalie génétique qui ne peut pas lui permettre de se répliquer, ou encore que la cellule infectée est non permissive. Donc, retenir infection abortive, il n'y a pas de production de nouveaux virions et en général, il n'y a pas d'anomalie pour la cellule hôte. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle l'infection persistante ou latente, c'est-à-dire que le virus va infecter la cellule. Il n'y aura pas de production de nouveaux virions et il y aura une persistance du génome viral avec une expression limitée des gènes viraux. En général, il n'y a pas de production de protéines virales, mais elle peut s'accompagner d'une réactivation virale avec une reprise du cycle lytique. Et je vous ai donné l'exemple des herpès virus. Et ne vous inquiétez pas, on va voir ça en détail lors des prochains cours. Là, ce sont des notions générales. Et encore une fois, certains virus peuvent s'intégrer au génome de la cellule hôte et donner une transformation maligne de la cellule hôte, telle que l'HPV par exemple. Alors, un QCM simple pour voir un peu cette notion de tropisme viral. Donc, quelles sont les conditions requises pour la reconnaissance et la réplication virale dans une cellule hôte? Donc, si vous pouvez répondre. Je peux voir, s'il vous plaît, vos réponses? D'accord. Alors, quels sont... C'est bon. Donc, les derniers, c'est bon. Alors, quels sont... Donc, je reprends le QCM. Alors, quelles sont les conditions requises pour la reconnaissance et la réplication virale dans la cellule hôte? Je rappelle que c'est la notion de tropisme viral. La présence d'une cellule sensible. C'est vrai. On a dit qu'il faut obligatoirement qu'il y ait une cellule sensible ou susceptible, c'est-à-dire qui porte le récepteur spécifique à la glycoprotéine virale. Donc, c'est une réponse juste. La présence d'une cellule résistante, bien sûr, c'est faux. Parce que si elle est résistante, elle ne peut pas être infectée par le virus et donc il n'y a pas de réplication virale.
La présence d'une cellule permissive, c'est juste également parce que c'est une cellule qui va permettre la réplication du virus. Les propositions D et E, c'est uniquement pour expliquer encore une fois les propositions A et C. Donc D, la présence d'un récepteur cellulaire spécifique, c'est vrai, et donc ça revient à dire c'est une cellule sensible. La présence d'une cellule ayant la capacité de répliquer le virus, c'est encore juste, et c'est ce qu'on appelle une cellule permissive. J'ai exprimé les différentes propositions pour bien comprendre cette notion de tropisme biviral et qu'est-ce qu'une cellule sensible et qu'est-ce qu'une cellule permissive. Alors, deuxième QCM, si vous pouvez répondre s'il vous plaît. Donc, j'attends vos réponses. C'est un peu plus complexe. Donc, en général, j'ai de bonnes réponses, mais il y a des propositions qui sont fausses. Donc, c'est un QCM qui est un peu plus complexe que le précédent. Merci pour votre participation. Donc, je vois un peu ce qui cloche. Alors, donc je reprends. Alors, une infection virale productive. Je vous rappelle qu'une infection virale productive, c'est là où on va avoir la production de nouveaux virions. Et je vous ai dit, en général, il y a un éclatement de la cellule hôte. Et c'est ce que vous avez ici. Donc, dans le schéma, une infection productive, c'est l'expression de tous les gènes viraux avec la lisse de la cellule hôte et la production de nouveaux virus. Donc, je reviens au QCM. Une infection virale productive se caractérise par l'expression de tous les gènes viraux. C'est juste. Pourquoi tous les gènes viraux? Parce qu'on aura l'expression des gènes structuraux, non structuraux et les gènes de régulation. Donc, c'est une réponse juste. Se termine par la lisse de la cellule hôte, c'est également une réponse juste. Dans la majorité des cas, on a une lisse de la cellule hôte qui va s'éclater pour permettre la libération des nouveaux virions. Se caractérise par la production d'un virus défectif, c'est faux. D'accord? Donc, c'est de nouveaux virions qui sont des virions complets en général. Se déroule au sein d'une cellule non permissive, c'est une réponse fausse. Certains d'entre vous ont mis que c'était juste. Alors, une cellule permissive ne va pas permettre, non permissive, excusez-moi, peut-être que vous n'avez pas vu le nom, ne va pas permettre la réplication du virus. Donc, la réponse D est fausse. Se termine par un retour à la normale de la cellule hôte, c'est également une réponse fausse parce que en général, il y a un éclatement de la cellule, il y a un effet cytopathique qui va se dérouler au sein de cette cellule, donc elle ne sera plus normale. Mais bien sûr, il y aura une régénérescence. Donc, j'espère que c'est compris. Donc maintenant, après ces généralités et définitions, nous allons passer pour décortiquer un peu les différentes périodes, en commençant par les étapes précoces du cycle de multiplication virale. Alors, ces étapes précoces, c'est l'attachement qui est l'élément principal pour qu'il y ait une infectiosité virale, ensuite la pénétration du virus et sa décapsidation pour qu'il puisse libérer son génome. Alors, l'attachement, je rappelle encore une fois et j'insiste encore une fois, c'est le premier facteur qui va conditionner le tropisme viral et c'est une interaction très spécifique entre la surface de la particule virale qui va porter les glycoprotéines virales et la surface de la cellule hôte qui va porter les récepteurs cellulaires. Ce que vous voyez là, donc ici c'est la membrane cytoplasmique d'une cellule humaine, donc notamment un lymphocyte B, qui va être parasité
par l'Epstein-Barr virus et donc il y a une interaction, regardez, il est vraiment fixé, le BV est vraiment fixé à la membrane de la cellule hôte, notamment au lymphocyte B. Alors, les sites d'attachement du virus, ce sont les protéines ou les glycoprotéines qu'on va trouver à sa surface. Pour les virus nus, ces glycoprotéines, comme ici vous avez l'exemple de l'adénovirus, vont se trouver à la surface de la capside virale. Pour les virus enveloppés, les glycoprotéines vont se trouver à la surface de l'enveloppe virale. Ici, vous avez l'exemple de la glycoprotéine 120 du VIH, du virus de l'immunodéficience humaine. En contrepartie, au niveau de la surface de la cellule hôte, on va trouver les récepteurs cellulaires et certains virus ont besoin également de ce qu'on appelle des corécepteurs cellulaires pour qu'ils puissent entrer dans la cellule. Alors, admettons qu'on ait des anticorps neutralisants. C'est quoi des anticorps neutralisants? C'est des anticorps qui vont inhiber l'entrée du virus et donc l'attachement de la glycoprotéine virale à son récepteur cellulaire et donc ici on va inhiber dès le départ l'entrée du virus et inhiber la réplication virale. Et ce qu'on cherche idéalement à avoir dans toute infection, c'est une immunisation par ces fameux anticorps neutralisants qui vont neutraliser l'entrée du virus. C'est pour ça qu'on les appelle neutralisants. Neutraliser l'entrée du virus, neutraliser par voie de fait la réplication virale. Alors, je vous donne ici quelques exemples de glycoprotéines virales et ainsi que le récepteur cellulaire avec le tissu cible. Donc, je rappelle que la glycoprotéine virale, c'est la clé et le récepteur, c'est la serrure. Donc, pour le VIH, la glycoprotéine qui va s'attacher, c'est la glycoprotéine 120. 120, c'est par rapport à son poids moléculaire. Et elle va s'attacher à un récepteur qui s'appelle le CD4. C'est essentiellement au niveau des lymphocytes T et des macrophages. Et elle a besoin de corécepteurs qui sont le CXCR4 et le CCR5. Soit ça, on va voir dans le cours du VIH. Pour le SARS-CoV-2, agent donc de la COVID-19, la glycoprotéine virale, c'est la glycoprotéine spike ou S qui se trouve au niveau de la surface de l'enveloppe qui va lui donner cet aspect en couronne, qui se trouve dans plusieurs tissus, mais essentiellement dans l'épithélium respiratoire, c'est ce qui définit son tropisme essentiellement respiratoire. Et la clé, c'est le récepteur cellulaire qui s'appelle ACE, donc c'est le récepteur de l'angiotensine. Alors, pour les virus grippaux, la glycoprotéine virale, c'est l'hémagglutinine qui va s'attacher à l'acide sialique qui se trouve à la surface de l'épithélium respiratoire. C'est pour cela que les virus grippaux ont un tropisme essentiellement respiratoire. Donc, j'espère que c'est plus compréhensible maintenant, cette notion de tropisme. Donc, il faut qu'il y ait dans le tissu infecté, les cellules qui sont porteuses des récepteurs spécifiques aux glycoprotéines virales. Alors, une fois qu'il s'est attaché à la cellule, il doit rentrer. Il y a plusieurs modes d'entrée ou de pénétration de la cellule, du virus dans la cellule hôte. Et il va pénétrer bien sûr dans le cytoplasme de cette cellule. Bien sûr, il va dépendre de l'apport énergétique, de la température et du pH qui sont variables en fonction des cellules et du virus. Et il y a plusieurs modes de pénétration. Le principal, c'est l'endocytose, mais on a également la fusion entre les membranes cellulaires et l'enveloppe virale pour les virus enveloppés. On a pour certains virus nus l'entrée par la formation d'un pore membranaire et pour certains tels que l'HTLV, donc ce n'est pas un mode très fréquent, c'est l'infection directement de cellule en cellule. Donc, pour la formation du pore membranaire, donc c'est ce que vous voyez là, c'est uniquement pour les virus nus. Donc, on appelle ça une translocation. Le virus va former un petit pore et il va rentrer directement à l'intérieur de la cellule. C'est uniquement pour les virus enveloppés.
Maintenant, l'endocytose. L'endocytose, vous connaissez ça, c'est comme l'entrée des nutriments. Donc, il y aura la formation d'un endosome avec un pH acide. À l'intérieur, on va trouver le virus. Et grâce à ce pH acide, il y aura une dégradation de l'enveloppe virale qui va permettre la libération de la nucléocapside et du génome à l'intérieur de la cellule. Il faut savoir que cette endocytose va concerner, c'est le mode de pénétration le plus fréquent, elle va concerner les virus enveloppés ainsi que les virus nus. Autre mode de pénétration, c'est ce qu'on appelle la fusion directe. Et cette fois-ci, elle ne va concerner que les virus enveloppés. Et vous avez ici l'exemple du VIH. Alors le VIH, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a comme tropisme essentiellement les lymphocytes TCD4. CD4 parce qu'ils ont ce récepteur CD4 à leur surface. Et vous avez des corécepteurs CCR5 ou CXCR4. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La glycoprotéine 120 va s'attacher à son récepteur cellulaire, c'est ce que vous voyez là, et également à son corécepteur cellulaire, par exemple le CCR5. Quand il y aura cet attachement de la glycoprotéine 120, la glycoprotéine 41, qui est une protéine transmembranaire, va venir et va s'attacher au domaine de fusion de l'enveloppe ou de la membrane cytoplasmique, et le fait qu'il y ait cet attachement entre la glycoprotéine 41 et le domaine de fusion va faire qu'il y aura une fusion entre l'enveloppe virale et l'enveloppe de la membrane cytoplasmique, et le virus pourra rentrer sous forme de la nucléocapside, donc la capside et le génome, et pouvoir libérer son génome à l'intérieur. Donc, on a vu l'attachement et la pénétration, donc les différents modes de pénétration. Je rappelle trois modes principaux. L'endocytose pour les virus nus et les virus enveloppés, c'est la formation d'un endosome. Deuxièmement, la pénétration à travers un pore membranaire pour les virus nus uniquement, et la pénétration à travers la fusion des enveloppes virale et la membrane cytoplasmique uniquement pour les virus enveloppés. Donc, une fois que le virus est rentré à l'intérieur de la cellule, le but, je vous ai dit, c'est de libérer son génome. Donc, il doit pouvoir se libérer de sa capside. Et donc, c'est ce qu'on appelle la décapsidation. Donc, c'est la perte de la capside. Elle peut être perdue totalement ou partiellement, le but étant de libérer le génome. Et ici, on voit un virus à ADN qui est en train de libérer son génome à travers la capside pour entrer à l'intérieur du noyau de la cellule hôte. Donc, un QCM simple pour fixer un peu les étapes précoces ou initiales du cycle de réplication virale. Donc, vous répondez s'il vous plaît. Très bien, donc je n'ai que des réponses justes. Vous avez bien suivi. Très bien, merci pour vos réponses. Encore une fois, donc je rappelle que les étapes initiales ou précoces du cycle viral comportent l'attachement du virus à la cellule. Bien sûr, c'est une réponse juste. La synthèse des protéines virales, c'est une réponse fausse. On va voir ça dans la réplication virale proprement dite. La réponse C, la réplication du génome viral, est également une réponse fausse. La pénétration du virus à l'intérieur de la cellule est une réponse juste, et la décapsidation est une réponse juste. Donc, les étapes initiales ou précoces, c'est l'attachement, pénétration, décapsidation. Maintenant, une fois qu'il a libéré son génome, soit au niveau du cytoplasme, essentiellement pour les virus à ARN, ou au niveau du noyau pour les virus à ADN, le virus va commencer les étapes de réplication ou de multiplication virale proprement dites, qui comportent deux sous-étapes, on va dire. Premièrement, c'est l'expression des gènes viraux et la synthèse des macromolécules, c'est-à-dire la transcription
le fait d'arriver à l'ARN messager et de traduire cet ARN messager en protéines structurales et non structurales. Structurales qui vont participer à l'architecture de la particule virale du nouveau virion. Non structurales, c'est essentiellement les protéines enzymatiques. Et en même temps, ce qu'il va faire, c'est répliquer son génome viral. C'est ce qu'on appelle la réplication du génome viral. Donc, transcription, traduction, production de protéines virales et réplication du génome, c'est la multiplication virale proprement dite. Alors ici, c'est uniquement pour vous dire que cette multiplication virale va se dérouler pour la majorité des virus à ARN au niveau du cytoplasme de la cellule hôte. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans le noyau de la cellule hôte. On a deux exceptions, c'est le VIH et le virus de la grippe. Donc, ce sont des virus à ARN, mais pour leur réplication, ils vont rentrer dans le noyau. On va voir pourquoi. Pour les virus à ADN, ils auront besoin des enzymes qui vont se trouver au niveau du noyau cellulaire et c'est pour ceci que leur réplication, notamment la réplication bien sûr du génome, va se dérouler au niveau du noyau de la cellule hôte. Donc, je rappelle encore une fois que pour les virus à ADN, la réplication du génome va se faire au niveau du noyau de la cellule hôte. Pour les virus à ARN, elle va se dérouler au niveau du cytoplasme, sauf pour les orthomyxovirus, c'est-à-dire les virus grippaux et les rétrovirus, notamment le VIH, parce qu'il va rétrotranscrire son ARN en ADN. Alors, l'élément clé de la réplication virale et donc de la synthèse des protéines virales, c'est que le virus arrive à avoir un ARN messager viral. Donc, une fois qu'il a l'ARN messager viral, il va être automatiquement traduit en protéines et donc il pourra détourner la machinerie cellulaire pour sa propre réplication. Maintenant, comment il va arriver à la synthèse de cet ARN messager? Ça va être variable en fonction du type de génome et c'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, on va se baser sur la classification de Baltimore qui va répondre à la nature de ce génome viral. Est-ce que c'est un ADN ou un ARN? Est-ce qu'il est de polarité positive ou négative? Est-ce qu'il est bicaténaire ou monocaténaire? Et même s'il est segmenté ou non, bien que cette notion n'est pas reprise par la classification de Baltimore. Alors, Baltimore, on a 7 types de génomes et ce que j'ai mis au centre, c'est l'ARN messager ou ARN de polarité positive. Donc, une fois qu'on a l'ARN messager, il peut être pris en charge par les ribosomes et traduit en protéines. Alors, pour les virus à ADN double brin, ils vont suivre les mêmes étapes que fait la cellule hôte pour synthétiser l'ARN messager, donc, et arriver à cet ARN messager. Pour la classe 2 de Baltimore, ce sont les ADN simples brins. Dans une première étape, ils doivent synthétiser un brin complémentaire parce que les enzymes cellulaires pour synthétiser l'ARN messager ne peuvent pas reconnaître un ADN simple brin, elles ont besoin d'un ADN double brin. Donc pour l'ADN simple brin, on a besoin d'une étape supplémentaire. Alors, pour les ARN double brin, on va voir, ils auront besoin donc de leur polymérase virale pour arriver à l'ARN messager. Pour les ARN de polarité positive, qui est le groupe 4 de la classification de Baltimore, cette fois-ci, n'ont besoin de rien parce que dès leur entrée dans la cellule, ce sont directement des ARN messagers. Donc, dès leur entrée dans la cellule, ils vont être pris en charge par les ribosomes et traduits en protéines structurales et non structurales. Les ARN du groupe 5, donc le génome du groupe 5 de la classification de Baltimore, qui sont les ARN de polarité négative, doivent dans un premier temps rétrotranscrire cet ARN, enfin
synthétiser un brin d'ARN de polarité positive et pour cela, ils ont besoin de leur ARN polymérase, ARN dépendante. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, ils doivent la porter avec eux dans le virion, dans le virus lui-même. Le groupe 6, c'est les ARN de polarité positive. Donc, si on voit comme ça, c'est la même chose que le groupe 4 de la classification de Baltimore, sauf que le groupe 6, c'est le groupe qu'on appelle l'ARN des rétrovirus. Les rétrovirus ont la particularité de vouloir s'intégrer au génome de la cellule hôte. C'est l'exemple du VIH. Donc, au départ, ce sont des ARN de polarité positive. Ils vont rétrotranscrire leur ARN en ADN, simple brin, puis double brin. Et une fois que c'est un ADN double brin, il aura besoin des enzymes qui se trouvent au niveau du noyau de la cellule pour synthétiser l'ARN messager. Et le dernier groupe qui a été initialement oublié par M. Baltimore, c'est le groupe 7. Ce sont les ADN partiellement bicaténaires, donc ils sont bicaténaires dans une partie de leur génome et monocaténaires dans une partie de leur génome, ils doivent dans un premier temps compléter leur génome. C'est le virus de l'hépatite B pour qu'il soit par la suite, pour qu'on puisse le transcrire en ARN messager. Alors ici, j'ouvre la parenthèse pour bien comprendre pourquoi tel ou tel virus a besoin de ces enzymes et non pas des enzymes cellulaires. Vous connaissez tous les ARN polymérases cellulaires. Donc les ARN polymérases cellulaires vont pouvoir catalyser la synthèse de l'ARN messager à partir d'une matrice ADN. Ce sont des ARN polymérases ADN dépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent synthétiser l'ARN messager qu'à partir d'une matrice ADN double brin. D'accord? Alors maintenant, certains virus n'ont pas d'ADN double brin, ils ont de l'ARN. Et c'est pour ceci qu'ils ont besoin d'une ARN polymérase ARN dépendante. Donc l'ARN polymérase ARN dépendante, virale, a la capacité de synthétiser de l'ARN messager à partir d'une matrice ARN. C'est une enzyme qu'on ne va pas trouver dans la cellule hôte. Et c'est une enzyme qui va jouer plusieurs rôles, notamment ce qui nous intéresse ici, la transcription du génome ARN en ARN messager, pour qu'il puisse être lu par les ribosomes et traduit en protéines, mais elle va également catalyser la synthèse d'un brin d'ARN à partir d'une matrice ARN, parce qu'on ne va pas trouver d'enzyme qui puisse le faire à l'intérieur de la cellule hôte, et bien sûr, elle va également permettre la réplication du génome à ARN. Donc, j'espère que c'est compris. Donc, la transcription, c'est la synthèse des ARN messagers qui, bien sûr, est différente des virus à ADN par rapport aux virus à ARN. Et on a vu tout ça dans la classification de Baltimore que j'ai repris ici pour vous donner un peu les enzymes nécessaires. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf qu'ici, on va trouver les enzymes nécessaires à la synthèse de l'ARN messager. Donc, c'est les différentes voies conduisant à la synthèse de l'ARN messager viral. Ce que vous avez en vert foncé, ce sont les enzymes qui sont d'origine virale. Ce que vous avez en vert clair, ce sont les enzymes d'origine cellulaire. En bleu, c'est de l'ARN et en rouge, c'est de l'ADN. Donc, c'est uniquement pour reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit que l'événement clé, c'est la synthèse de l'ARN messager. Et je vais commencer par l'ADN bicaténaire. Donc l'ADN bicaténaire, c'est l'exemple des herpès viridae. Donc il a besoin de rentrer dans le noyau de la cellule hôte parce qu'il va avoir besoin d'une enzyme cellulaire qui s'appelle l'ARN polymérase cellulaire, qui est une ARN polymérase qui va transcrire l'ADN bicaténaire en ARN messager comme ce que fait la cellule habituellement. Et c'est comme ça qu'on va arriver à cet ARN messager.
On a également les virus qui ont un ADN monocaténaire, tels que les parvoviridae, tels que le virus parvovirus B19. Donc, il doit passer en premier par la synthèse d'un brin d'ADN complémentaire grâce à l'ADN polymérase cellulaire cette fois-ci qu'il va trouver au niveau du noyau. C'est pour ça que la réplication des virus ADN va se dérouler obligatoirement au niveau du noyau de la cellule. Et par la suite, quand il sera un ADN bicaténaire, c'est la même chose qu'ici. Il aura besoin de l'ARN polymérase cellulaire pour arriver à l'ARN messager. Maintenant, pour les virus à ARN de polarité positive, ils n'ont besoin de rien du tout quand ils rentrent dans la cellule, quand ils sont au niveau du cytoplasme, ils vont directement être pris en charge par les ribosomes parce que ce sont directement des ARN messagers. Maintenant, les ARN toujours monocaténaires mais de polarité négative, tels que les virus grippaux, doivent dans un premier temps synthétiser un brin d'ARN de polarité positive qui est l'ARN messager, mais ceci ne peut se faire que par une enzyme virale qui est une ARN polymérase ARN dépendante qu'on peut appeler également une transcriptase virale. La même chose pour les ARN bicaténaires. Donc, pour arriver à un ARN messager, donc simple brin, ils ont besoin d'une polymérase virale. Et enfin, le dernier exemple, c'est l'exemple des rétrovirus. Ce sont des ARN monocaténaires de polarité positive. C'est la même chose que le groupe 4. Donc ici, vous avez le groupe 4 de la classification de Baltimore et ici le groupe 6. Donc normalement, il devrait être directement ARN messager, mais ce virus veut s'intégrer dans l'ADN de la cellule hôte et pour ça, il va utiliser une enzyme virale qui s'appelle la rétrotranscriptase qui va rétrotranscrire son ARN en ADN et une fois qu'il est intégré dans le génome de la cellule hôte, il va agir comme les autres virus à ADN et il aura besoin des enzymes cellulaires pour synthétiser l'ARN messager. Donc globalement, c'est une vue d'ensemble et c'est grâce à la classification de Baltimore qu'on a pu établir les différentes stratégies conduisant à la synthèse des ARN messagers en fonction du génome viral. Donc ici, c'est uniquement pour le virus de l'hépatite B qui est partiellement bicaténaire, qui doit, dans un premier temps, synthétiser au complet le brin complémentaire et par la suite l'ARN messager. Alors, donc pour les virus à ADN, j'insiste encore une fois, la réplication va se dérouler au niveau du noyau de la cellule hôte et ils auront besoin donc de l'ARN polymérase de ADN dépendante qu'on va trouver au niveau du noyau de la cellule hôte et la réplication je vais vous donner l'exemple du cycle de réplication de l'herpès virus à la fin, va se dérouler avec une chronologie très précise. Il y aura des étapes très précoces, ensuite des étapes précoces où on aura la synthèse des protéines non structurales, notamment les enzymes virales, l'ADN polymérase et la thymidine kinase dont le virus a besoin pour se répliquer, et ensuite les protéines tardives qui sont les protéines structurales pour l'édification de la particule virale, et elles seront produites en grande quantité. Donc les virus à ADN sont des virus qui vont se répliquer de manière on va dire, très précise sur le plan chronologique. Ils vont commencer par synthétiser les protéines non structurales enzymatiques, ensuite les protéines structurales de l'architecture du virus, telles que les glycoprotéines et les protéines de la capside, et répliquer le génome. Par contre, pour les virus à ARN, il y aura une expression simultanée de la majorité de l'information génétique. Et comme je vous ai dit, la réplication va se dérouler pour la majorité des virus ARN au niveau du cytoplasme de la cellule hôte. Et j'insiste encore une fois, les ARN de polarité positive sont directement des ARN messagers, directement pris en charge par les ribosomes, directement traduits en protéines. Et les ARN de polarité négative portent avec eux cette fameuse ARN polymérase, ARN dépendante virale,
qui, à partir de cet ARN négatif, va synthétiser un ARN de polarité positive qui va être traduit par les ribosomes. Donc là, c'est uniquement pour vous rappeler, je pense que c'est clair, je ne vais pas y revenir. Si vous voulez, on peut le revoir à la fin du cours. Et là, c'est uniquement pour vous dire qu'on a vu que les génomes viraux sont des génomes qui sont très condensés, de petite taille, avec des chevauchements des gènes. Et on a soit des gènes qui vont coder pour une seule protéine, c'est ce qu'on appelle les transcrits monocystroniques, ou des gènes qui vont coder pour plusieurs protéines avec parfois des chevauchements de gènes ou de cadres de lecture, c'est ce qu'on appelle les transcrits polycystroniques. Donc, on aura à partir d'un ARN messager la synthèse d'une grosse protéine virale. Donc, c'est un précurseur qui va être par la suite séparé par les protéases virales pour avoir des protéines indépendantes. C'est ce qu'on appelle la maturation virale. Et c'est l'exemple du VIH. Donc, le VIH a plusieurs gènes au niveau de son génome, avec 3 gènes qui vont coder pour les protéines structurales. On va le voir dans le cours du VIH. Le gène GAG pour groupe antigène, le gène POL qui va coder pour les enzymes virales et le gène ENV qui va coder pour les glycoprotéines virales. Alors, ce gène ENV va être traduit en premier sous forme d'un précurseur qu'on appelle ENV, qui est la glycoprotéine 160. Et cette glycoprotéine 160 va par la suite être divisée en 2 glycoprotéines, la glycoprotéine 120 et la glycoprotéine transmembranaire 41. Mais vous voyez ici qu'il y a un chevauchement des gènes au niveau du génome pour condenser l'information génétique. Alors, une fois qu'il est arrivé à la transcription, c'est-à-dire à l'ARN messager, cet ARN messager va être traduit par les ribosomes cellulaires. C'est pour ça que l'événement clé, encore une fois, c'est d'arriver à l'ARN messager. Une fois qu'il a l'ARN messager, il va détourner la machinerie cellulaire pour la synthèse de ces protéines. Donc, à partir de ces ARN coiffés et polyadénylés, c'est-à-dire qu'ils ont une coiffe en 3' et une queue poly-A en 5', qui va leur permettre de se lier au ribosome, il y aura une traduction en protéines et comme toute protéine, elle peut subir, si nécessaire, des modifications post-traductionnelles telles qu'une phosphorylation, une glycosylation, un ajout d'oligosaccharides, c'est pour ça qu'on va parler de glycoprotéines, un clivage post-traductionnel par les protéases virales, chose que je viens de vous expliquer, et à partir de là, elles vont être transportées dans différents compartiments cellulaires. Par exemple, les glycoprotéines qu'on va trouver au niveau de l'enveloppe du virus, elles vont venir pour s'amarrer au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule hôte, comme ça elles vont sortir par bourgeonnement avec le virus néoformé. Alors, on a vu la transcription en ARN messager, la traduction de cet ARN messager en protéines virales et bien sûr, donc à côté de la synthèse des protéines virales, le virus a besoin d'un nouveau génome et c'est ce qu'on appelle la réplication du génome viral. Pour la réplication des génomes à ADN, encore une fois, elle va se dérouler au niveau du noyau de la cellule hôte et elle nécessite plusieurs enzymes virales et cellulaires. Telles que les ADN polymérases cellulaires pour les papillomas viridae et les ADN polymérases virales cette fois-ci pour les herpès viridae. Donc les herpès viridae vont se répliquer tout seuls au niveau du noyau, ils n'ont pas besoin de l'ADN polymérase cellulaire et donc cette réplication va se faire même en l'absence de réplication de l'ADN de la cellule hôte. Ils ont besoin également d'autres enzymes virales ou cellulaires telles que l'hélicase et l'ADN ligase. C'est en général la même chose que pour la réplication de l'ADN ou la division de l'ADN de la cellule hôte, sauf que ici, elle va se faire indépendamment et on aura la production de plusieurs génomes viraux à l'identique.
Pour la réplication de l'ARN viral, on a besoin de synthétiser ce qu'on appelle une matrice de réplication, c'est l'ARN complémentaire. Je m'explique. Si au départ, c'est un virus ARN de polarité positive, pour qu'il puisse synthétiser plusieurs ARN de polarité positive identiques, à l'ARN initial, il doit passer par une matrice de réplication qui est dans le sens inverse. Donc, pour les ARN de polarité positive, ils vont synthétiser un ARN de polarité négative et à partir duquel l'ARN polymérase ARN dépendante virale va synthétiser des ARN messagers ou des ARN de polarité positive identiques au premier, et c'est la même chose pour les ARN de polarité négative. Donc, je vais vous présenter quelques exemples à la fin du cours de cycle de réplication, vous allez mieux voir ou intégrer ça. Alors, c'est un chapitre qui est un peu complexe qu'on vient de voir. Donc, si vous pouvez prendre un peu le temps pour répondre à ce QCM, pour voir un peu si vous avez bien compris ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois revenir. Donc, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour réfléchir et répondre à ce QCM. Pas de réponse? D'autres participants, s'il vous plaît. C'est tout? Alors sur ce QCM, et bon, je m'attendais un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations. J'ai pas que des bonnes réponses. Et donc, on va revoir ça de façon à mieux cerner les choses. Alors, parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui s'appliquent à l'expression et à la réplication du génome viral? Donc, c'est la réplication virale proprement dite. L'étape clé est la synthèse de l'ARN messager. C'est une proposition qui est juste. Je l'ai dit et répété. Pour qu'un virus puisse se répliquer, il a besoin d'arriver à l'ARN messager. Une fois qu'il a l'ARN messager, il peut être traduit en protéines. Donc, la réponse A est une réponse juste. Les virus, la réponse B, la proposition B. Les virus à ADN ont besoin des enzymes cellulaires pour leur réplication. Donc, j'ai eu ici quelques réponses justes, quelques réponses fausses. Donc, c'est une proposition qui est juste. Donc, je vous ai dit que les virus à ADN vont se répliquer au niveau du noyau et donc où il va trouver les enzymes cellulaires nécessaires à sa réplication. D'accord? Donc, les virus à ADN, donc ici, je vais remettre le schéma. Regardez, ils ont besoin, donc virus à ADN, ils ont besoin des enzymes cellulaires. Je vous ai dit que ici, c'est une enzyme cellulaire et en vert pâle. D'accord? Donc, c'est une réponse juste. La synthèse des protéines structurales précède la synthèse des enzymes virales. C'est une réponse fausse. Pourquoi? Parce que, bon, j'ai insisté tout à l'heure dessus, je vais encore expliquer. Le virus a besoin d'avoir les enzymes non structurales, qui sont essentiellement des enzymes nécessaires à la réplication du virus. Ensuite, il va synthétiser les protéines structurales qui sont nécessaires à l'architecture du virus. D'accord? Donc, C, c'est une réponse fausse.
D. Les virus à ARN de polarité négative portent avec eux l'ARN polymérase ARN dépendante. C'est une réponse juste. Alors ici, je tiens à vous dire que les virus à ARN de polarité positive ont également l'ARN polymérase ARN dépendante, d'accord, qui est nécessaire à la réplication de leur génome. Sauf que ce sont des virus ARN de polarité positive. Dès qu'ils vont rentrer, ils vont être traduits par les ribosomes et à ce moment-là, ils vont synthétiser leur ARN polymérase ARN dépendante. Mais les virus de polarité négative ont besoin de la porter avec eux. Comme ça, quand ils vont rentrer dans la cellule, ils vont pouvoir synthétiser, grâce à cette enzyme, l'ARN de polarité, cette fois-ci positive. Je rappelle encore une fois, parce que dans la cellule hôte, l'ARN de polarité négative ne peut pas être reconnu et il n'y a pas d'enzyme dans la cellule hôte qui puisse reconnaître un ARN de polarité négative pour synthétiser un ARN de polarité positive. Alors, tous les virus à ARN se répliquent dans le cytoplasme. L'écrasante majorité, donc c'est une réponse, c'est une proposition qui est fausse. Pourquoi? Parce que l'écrasante majorité des virus ARN se répliquent dans le cytoplasme, sauf les rétrovirus dont le VIH et les virus grippaux. Donc, on a vu tout à l'heure les étapes précoces, donc attachement, pénétration, décapsidation. On a vu dans le chapitre précédent, qui était un peu plus complexe, les étapes de réplication virale proprement dites. Je rappelle que c'est l'arrivée à l'ARN messager, donc la transcription et par la suite la traduction en protéines non structurales et structurales et la réplication du génome. À cette étape-là, qu'est-ce qu'on a? On a notre génome et on a les protéines structurales. Donc, il faudra les assembler. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'assemblage dans les étapes tardives de la réplication virale. Et une fois qu'ils seront assemblés, on peut avoir une maturation nécessaire pour certains virus et une libération de ces nouveaux virions, soit par bourgeonnement, soit par éclatement de la cellule hôte. Alors, pour les virus qui sont nus, on a dit que les virus nus ont une capside icosaédrique et vous vous rappelez la dernière fois, la capside icosaédrique, c'est comme un ballon qui est constitué de 3 à 4 sous-unités protéiques différentes qui doivent s'assembler entre eux et cet assemblage va se faire grâce à des mécanismes d'aimantation. Donc, c'est comme des briques qui vont s'auto-agencer. Et donc, il y aura une modification de la conformation des capsomères au fur et à mesure de l'assemblage avec une procapside par auto-assemblage et avant d'arriver à la forme définitive du virion. Et les virus nus à capside icosaédrique vont être libérés suite à une lyse de la cellule hôte parce qu'on a une action qui est lytique et toxique de cette capside icosaédrique qui va faire qu'il y aura un éclatement de la cellule hôte. Alors, pour les virus enveloppés, leur sortie est beaucoup plus longue. En général, c'est une sortie par bourgeonnement parce que pour être infectieux, ils doivent s'envelopper de l'enveloppe virale. Je rappelle encore une fois que pour la majorité des virus, l'enveloppe virale va provenir de la membrane cytoplasmique sur laquelle il y aura un attachement. Donc, ici, vous avez la cellule hôte. D'accord? Et vous avez ici la membrane cytoplasmique de la cellule hôte sur laquelle se sont attachées les glycoprotéines virales. Donc, le virus, ici, c'est un virus à capside icosaédrique avec un génome à l'intérieur. Il va s'envelopper de cette enveloppe cellulaire avec les glycoprotéines virales et sortir. Donc, ça demande plus de temps et en général, c'est une sortie lente par bourgeonnement qui va finir par la suite par éclater la cellule et il y aura, on va dire, une apoptose de la cellule. Mais chose importante, c'est une insertion de ces glycoprotéines virales. Alors, pour les virus à capside tubulaire, il y a une autre étape qui va se surajouter, c'est la fixation d'un élément qui est non obligatoire, c'est la matrice sur la face interne de l'enveloppe virale. Et là aussi, il y aura un bourgeonnement avec une excrétion continue des particules virales.
Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, les capsides icosahèdriques, vous aurez une lyse cellulaire. Donc, c'est pour reprendre ce qu'on vient de dire. Pour les virus nus à capside icosahèdrique, on aura en général une sortie par lyse cellulaire qui est secondaire à l'action toxique de ces composants de la capside. Pour les virus enveloppés, en général, la sortie elle est beaucoup plus longue avec un bourgeonnement des cellules à travers l'enveloppe cytoplasmique. Donc, ils ont besoin de s'envelopper. C'est pour ça qu'ils ne vont pas éclater la cellule dans un premier temps. Et vous aurez obligatoirement l'insertion des glycoprotéines virales au niveau de cette enveloppe. Donc, c'est ça les étapes tardives. Donc, les étapes tardives, c'est l'assemblage entre les nouvelles protéines virales, donc protéines de la capside, glycoprotéines de l'enveloppe, etc. Et le génome qui est néoformé. Et bien sûr, si il a besoin d'enzymes virales, elles seront là également. Et certains virus ont besoin d'une maturation également après leur sortie. Donc maintenant, quand un virus va se répliquer à l'intérieur d'une cellule, bien sûr, cette cellule ne va plus fonctionner normalement parce qu'il va détourner toute la machinerie cellulaire, énergétique, synthèse protéique, synthèse des lipides, synthèse des glucides, à son propre profit. Et ceci va entraîner une interruption ou une inhibition de la synthèse des protéines cellulaires qui va se traduire par une souffrance de la cellule et dans l'extrême, la mort de la cellule infectée. Et va entraîner une altération morphologique du tapis cellulaire qui est infecté. Cette altération morphologique est appelée effet cytopathique ou ECP. Donc, c'est l'effet cyto, c'est pour cellule, pathique, c'est pour pathologie. Donc, c'est la pathologie que va entraîner le virus quand il va infecter la cellule. Alors, ces anomalies vont être mises en évidence par microscopie optique parce que ce qu'on va voir, c'est la cellule hôte et non pas le virus. Donc, on va voir des anomalies de la cellule hôte par microscopie optique avec ou sans coloration qui sont dues dans un premier temps à l'accumulation des produits viraux. Donc, on a dit que le virus va produire des protéines virales. Au niveau du cytoplasme, donc toujours la synthèse des protéines va se faire au niveau du cytoplasme. C'est pour ça qu'on peut avoir des inclusions intracytoplasmiques et même parfois des inclusions nucléaires pour le virus qui vont répliquer leur génome à l'intérieur du noyau. Donc, c'est des marqueurs indirects de la réplication virale. Conséquence également de la lyse et de la fusion des membranes cellulaires, c'est la formation de ce qu'on appelle des syncytiums. Alors, les syncytiums, c'est la fusion des membranes cellulaires entre elles. Les cellules qui sont infectées peuvent fusionner sous l'action du virus. Parfois, elles peuvent balloniser. Donc, un virus qui est en train de se répliquer, il va synthétiser plusieurs protéines, plusieurs génomes. Donc, la virus va devenir sous forme d'un ballon par la suite qui va éclater et on aura des plages de lyse. Donc, ceci, ce sont l'effet cytopathique ou cytopathogène. Alors, pour expliquer ça, on a dit qu'un virus, pour se répliquer, a besoin de cellules vivantes. Donc ici, vous avez une vue sans coloration de cellules vivantes, les cellules Véro, qui sont des cellules de rein de singe, et les cellules MRC5, qui sont des cellules embryonnaires humaines. Donc, vous voyez que les témoins cellulaires, c'est-à-dire les cellules non infectées, sont déjà différentes en fonction de leur nature, mais on voit que le tapis cellulaire, il est homogène. Une fois qu'on a infecté ces cellules par un virus, exemple ici le virus herpès simplex 1. Alors, ce n'est pas évident de le voir, mais je vous demande uniquement de regarder le A et le B. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence? Donc, il y a une différence et cette différence, elle va être visualisée sous forme d'une ballonisation. Regardez ici les cellules, elles vont devenir comme des ballons ballonisés. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Et vous avez ici ce qu'on appelle des plages de lyse. Vous avez une absence de cellules
à ce niveau-là, c'est-à-dire que le virus, après s'être répliqué, a éclaté les virus. Et donc ça, c'est l'effet cytopathique du virus herpès simplex qui est différent sur les cellules Vero que sur les cellules MRC5. Ici, à votre niveau, bien sûr, c'est pas d'identifier c'est quoi le CP ou d'identifier le virus à partir de l'ECP, c'est uniquement pour vous montrer l'effet in vitro, c'est-à-dire quand on veut faire de la culture virale, de l'effet du virus sur le tapis cellulaire. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cytopathique, qui est différent en fonction des virus et en fonction des cellules infectées. Par exemple, l'adénovirus, quand on infecte des cellules EP2, regardez ici le tapis cellulaire normal et ici le tapis cellulaire infecté par l'adénovirus. On voit également qu'il y a des plages de lyse. Donc l'adénovirus est un virus nu qui va entraîner une lyse des cellules après infection. Et vous avez cet aspect en dentelle du tapis cellulaire infecté qui est très orientateur vers l'adénovirus. Donc, ce sont des éléments indirects de l'effet des virus sur le tapis cellulaire qu'on utilisait très souvent auparavant quand on voulait identifier les virus à partir d'une culture virale. Mais on va voir qu'actuellement, c'est essentiellement les techniques de PCR qui sont plus objectives pour identifier les virus. Alors, avant de finir et de voir quelques exemples de cycles de réplication virale, maintenant, quand un virus se réplique à l'intérieur d'une cellule hôte, on peut avoir des variations sur son génome viral au cours de la multiplication virale. C'est-à-dire qu'on peut avoir des répercussions sur la constitution de ce génome qui peut se répercuter sur ces protéines virales qu'on appelle des antigènes viraux. Alors, l'étape de la réplication cellulaire est critique et joue un rôle important dans l'évolution du virus. Donc, rappelez-vous, le virus va vouloir synthétiser à partir d'un seul brin d'ADN ou d'ARN plusieurs copies de brins identiques. Et lors de la synthèse de ces copies de brins identiques, on peut avoir des modifications génétiques qui peuvent être soit des mutations ponctuelles, soit des insertions, des délétions, soit des échanges de matériel génétique entre virus quand ils infectent la même cellule. Alors ces anomalies génétiques sont très fréquentes, surtout pour les virus à ARN. Pourquoi? Parce que les virus à ARN vont utiliser pour leur réplication essentiellement des enzymes virales qu'on appelle encore une fois des ARN polymérases ARN dépendantes. Et ces ARN polymérases ARN dépendantes n'ont pas d'activité correctrice. Donc, si je prends l'exemple de la réplication de l'ADN au niveau de nos cellules hôtes, de nos cellules humaines. Alors, quand la réplication est en train de se faire, on a des enzymes qui vont venir et qui vont relire ce qui a été fait. Donc, quand il y a un appariement ATCG, elles vont voir est-ce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Quand on fait du copier-coller, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? On a une activité correctrice, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mutation, heureusement. Maintenant, pour les virus, et surtout les virus à ARN, leur ARN polymérase ARN dépendante n'a pas cette activité correctrice. Et donc, on a une réplication à haut débit qui va se faire rapidement et on fait du copier-coller sans relire, donc on peut avoir des mutations. Donc, les mutations ponctuelles sont beaucoup plus fréquentes pour les virus à ARN. Je répète encore une fois parce que les transcriptases inverses ou ARN polymérase ARN dépendantes sont moins fiables que les ADN polymérase ARN dépendantes parce qu'elles n'ont pas de fonction d'identification et de réparation. Et vu qu'on a une génération d'un nombre important de répliques du virus,
on peut avoir des variants différents chez le même individu. Par exemple, un individu qui est infecté par le virus de l'hépatite C ou par le virus du VIH, essentiellement quand il y a une infection chronique, on va avoir plusieurs quasi-espèces, qu'on appelle ça des quasi-espèces, c'est-à-dire plusieurs sous-souches de virus chez le même individu avec des variabilités génétiques. Elles vont survenir lors d'une erreur d'incorporation du nucléotide par la polymérase. Au lieu de mettre un T, par exemple, elles vont mettre un G. Et les transitions sont les plus fréquentes sont la substitution de l'adénine par la guanine. C'est-à-dire, au lieu de mettre un A, l'ARN polymérase va mettre un G. Et donc, ça peut être une mutation silencieuse, comme ça peut entraîner la synthèse d'un acide aminé différent et donc d'une protéine différente. Et ces mutations peuvent se répercuter sur les glycoprotéines virales et peuvent entraîner une modification de ces glycoprotéines virales qui peuvent expliquer en partie l'échappement immunitaire. Et quand on parle actuellement, parce que c'est très à la mode, des variants du SARS-CoV-2, c'est des mutations qui vont survenir essentiellement au niveau de l'antigène de surface, qui est l'antigène de la protéine ou la glycoprotéine spike, qui sera plus ou moins reconnue par les anticorps. On va voir ça plus en détail, bien sûr, dans le cours sur le SARS-CoV-2. Alors, à côté des mutations, on peut avoir des insertions-délétions. Toujours, elles vont résulter d'un défaut des ARN polymérases ARN dépendantes virales qui ont une tendance à se décrocher de la matrice lors de la transcription et se décaler. Et comme ça, on peut avoir soit une répétition d'un motif nucléotidique, c'est ce qu'on appelle insertion, ou une suppression cette fois-ci d'un motif nucléotidique, c'est ce qu'on appelle délétion par rapport à la matrice de départ. Donc, on aura une matrice qui sera différente, soit par l'ajout de base ou par la suppression de base. Et on aura une création d'un décalage de cadre de lecture avec des codons stop et la traduction en protéines chimériques. Alors, on a vu les mutations, délétion, insertion. On peut également avoir ce qu'on appelle des échanges de matériel génétique dans le cas où on a une co-infection par deux souches, deux virus de la même famille bien sûr, mais de souches différentes. Donc quand on a une infection de la même cellule, on peut avoir des échanges de fragments. Je m'explique. Premièrement, on va voir ce que c'est que le réassortiment génétique. Le réassortiment génétique va se voir uniquement pour les virus qui ont un génome à ARN segmenté. C'est l'exemple des virus grippaux. Donc, ici, on a un virus grippal de souche, on va dire rouge. Donc, le génome, il est rouge et l'autre, c'est un génome qui est violet. Admettons que, et c'est un phénomène qui est rare, qu'il y ait une co-infection par ces deux souches différentes dans une même cellule hôte. Lors de la réplication, il y aura la réplication du génome du virus mauve et la réplication du virus du génome du virus rouge, excusez-moi. Et lors de l'assemblage, on peut par erreur assembler dans une même particule virale des fragments du génome rouge avec avec des fragments du génome violet. Et c'est ce qu'on appelle un réassortiment génétique, c'est-à-dire qu'on sera devant un nouveau virus parce que la composition génétique sera totalement différente. Et c'est ce qu'on va voir dans le cours des virus grippaux, ce qui va expliquer ce qu'on appelle les pandémies, parce qu'on aura un nouveau virus pour lequel on n'a pas d'immunité préalable. Donc, on va bien le voir dans le cours des orthomyxoviridae. Le réassortiment génétique, je répète une fois, un échange de segments entre deux souches virales qui ont infecté une même cellule.
Maintenant, il y a un autre phénomène d'échange de génome ou de parties du génome plus exactement, ce sont les recombinaisons. Les recombinaisons, c'est plutôt pour les virus à ARN simple brun, mais pas les segmentés, on va dire, c'est essentiellement simple brun. Donc, lors toujours de la réplication du génome viral, toujours un virus en rouge, un virus en violet, il peut y avoir par erreur une, on va dire, une division du gène rouge qui va s'attacher, qui va se recombiner avec le gène violet et on aura par la suite un nouveau génome qui va comporter une partie du gène du virus initial rouge et l'autre partie, c'est le virus violet et on appelle ça un virus recombinant. C'est ce qu'on voit avec les coronavirus, mais également avec le VIH. Bien sûr, la recombinaison, comme la réassortiment, nécessite des virus d'une même famille virale pour qu'il y ait une homologie au niveau de leur génome, bien sûr. Alors, ici, concernant les variations génomiques au cours de la multiplication virale, si vous pouvez répondre à ce QCM. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Alors, j'ai quelques réponses justes, quelques réponses fausses. Donc, on va bien fixer les idées. Les variations du génome viral au cours de la multiplication sont plus fréquentes pour les virus à ARN. C'est juste. On a dit que les virus à ARN, on va avoir beaucoup plus de mutations. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs de l'ARN polymérase, c'est la réponse B. Donc la réponse B est également une réponse juste. Donc secondaire à des erreurs de l'ARN polymérase virale parce qu'elle n'a pas d'activité correctrice. Donc la réponse A est une réponse juste, la réponse B est une réponse juste. Elles peuvent être secondaires à des mutations génétiques, c'est également une réponse juste. Secondaire à des réassortiments génétiques pour les virus à ARN non segmentés, c'est une réponse fausse. Donc les réassortiments génétiques, on va les voir uniquement avec les virus à ARN segmentés. Donc réassortiment, c'est l'échange de segments génétiques différents entre deux souches virales, bien sûr qui appartiennent à la même famille, mais il faut que ce virus ait un génome segmenté. Donc la réponse D est fausse. La réponse E, secondaire à des recombinaisons génétiques pour les coronavirus, c'est une réponse juste. C'est l'exemple que je vous ai donné à la fin de ce chapitre. Alors, pour synthétiser un peu tout ce qu'on a vu, je vais vous donner 4 exemples de cycles de réplication en fonction de la classification de Baltimore. On va voir les différentes périodes virales et ça va vous permettre de mieux cerner ce cours. Alors, je commence par le cycle de réplication des herpes viridae qui est un cycle lytique qui va finir par la synthèse de nouveaux virus et par l'éclatement de la cellule hôte. Alors, en premier, on a dit qu'on avait les étapes précoces qui sont l'attachement, la pénétration et la décapsidation. Donc, le virus, l'herpès simplex virus, va s'attacher à la membrane cellulaire de la cellule hôte grâce à ses récepteurs cellulaires aux récepteurs cellulaires à ces glycoprotéines d'enveloppe. Ensuite, au niveau du cytoplasme, il va libérer ce qu'on appelle des protéines du tégument qui vont
rentrer dans le noyau et surtout, il va se décapsider partiellement et puisque c'est un virus à ADN bicaténaire, cet ADN va se libérer au niveau du noyau de la cellule hôte parce qu'il a besoin des enzymes cellulaires pour sa réplication et pour synthétiser les protéines structurales et non structurales. Donc, au niveau du noyau, une fois qu'il a libéré le génome, ce génome au niveau du noyau, il va se circulariser. C'est ce qu'on appelle un ADN épisomal. Et grâce à cette protéine VP16, il va commencer à synthétiser ce qu'on appelle les protéines très précoces. Donc, à partir de l'ADN viral, les enzymes cellulaires qui sont les ARN polymérases ADN dépendantes vont transcrire les ARN messagers qui vont sortir au niveau du cytoplasme et être traduites en protéines très précoces alpha. Ces mêmes protéines très précoces alpha, virales, vont re-rentrer pour cette fois-ci synthétiser ce qu'on appelle les protéines, activer donc la synthèse bien sûr de l'ARN messager et sortir pour synthétiser les protéines précoces bêta qui sont la thymidine kinase et l'ADN polymérase nécessaires cette fois-ci à la réplication du génome du virus et donc elles vont re-rentrer pour activer la réplication du génome. Donc à partir de cet ADN circulaire, sous une forme de cercle roulant, il va synthétiser, regardez, plusieurs ADN complémentaires à cet ADN initial. Et à cette étape-là, il va synthétiser les protéines tardives gamma, ce sont les protéines structurales. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les virus à ADN ont une chronologie de réplication qui est précise et qui est ordonnée, donc synthèse des protéines non structurales qui vont activer la synthèse des protéines structurales et la réplication du génome. Une fois qu'ils ont synthétisé les protéines structurales, ici l'exemple des protéines de la capside virale, donc VP1, VP2, VP3, VP4, etc., les protéines du tégument, et vous avez ici le génome viral, on va commencer les étapes tardives, c'est-à-dire l'assemblage du génome avec les protéines structurales, donc la capside et les téguments. Dans un premier temps, vous aurez un enveloppement par l'enveloppe de la membrane nucléaire, puis la membrane cytoplasmique des glycoprotéines virales à la surface. Elle peut même s'envelopper par les protéines du Golgi et par la suite, on a une libération des nouveaux virions. Donc, à partir d'une seule particule virale, on a la synthèse de plusieurs particules virales, plus ou moins identiques. En général, les virus à ADN ne sont pas sujets à des mutations très fréquentes. Donc, j'espère que c'est compris pour cet exemple de virus à ADN. Maintenant, deuxième exemple, c'est le cycle de multiplication des virus à ARN simple brun de polarité positive. Je rappelle que c'est le groupe 4 de Baltimore. Alors, ces virus à ARN de polarité positive, je donne ici l'exemple du poliovirus. Il a besoin d'un récepteur cellulaire qui est le CD155. Donc, le poliovirus, grâce à les glycoprotéines qu'on va trouver au niveau de la capside, parce que c'est un virus qui est nu, il va s'attacher à ces récepteurs cellulaires et rentrer par endocytose, ou il peut rentrer directement par translocation, puisque c'est un virus qui est nu. Une fois qu'il va rentrer, il va se décapsider partiellement et libérer son génome. Son génome est un ARN de polarité positive. ARN de polarité positive, c'est-à-dire qu'il est dans le sens 5'3' et donc il va être directement lu par les ribosomes cellulaires. Donc regardez, cet ARN qui est un ARN messager va directement être lu par les ribosomes cellulaires et on aura en même temps la synthèse de protéines structurales et la synthèse des protéines non structurales. Il va commencer par la synthèse de son ARN polymérase, ARN dépendante qu'on appelle également polymérase 3D. Pourquoi il a besoin de cette ARN polymérase ARN dépendante?
parce que pour répliquer son génome, qui est un ARN de polarité positive, il doit synthétiser une matrice dans le sens inverse. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, à partir de cet ARN de polarité positive et grâce à l'enzyme virale ARN polymérase ARN dépendante qu'il vient de synthétiser, on aura la synthèse d'un brin dans le sens inverse, d'un brin négatif. À partir de ce brin négatif, il va synthétiser des brins d'ARN identiques, plus ou moins identiques au premier, parce qu'on peut avoir des mutations. Une fois qu'on aura ces ARN, donc qui sont les nouveaux génomes viraux, et une fois qu'il aura synthétisé les protéines structurales, notamment ici les protéines de la capside virale VP1, VP2, VP3, VP4, il y aura l'assemblage génome et procapside avec la capside virale et la libération du nouveau virion par, en général, lyse de la cellule hôte. Bien sûr, il y aura la synthèse de plusieurs virions à partir du virion initial. Alors, je passe sur les virus grippaux pour ne pas alourdir le cours. Et je viens au dernier exemple que je veux vous montrer. C'est l'exemple du groupe 6, qui est la multiplication du VIH, qui est un ARN de polarité positive comme le groupe 4, mais on va voir c'est quoi la différence. Alors, toujours les étapes précoces, attachement, pénétration, décapsidation. Donc, l'attachement et la fixation, on aura besoin de la glycoprotéine 120 du VIH qui va s'attacher au récepteur cellulaire qui est le CD4 et parfois il aura besoin de corécepteurs. Une fois qu'il y aura l'attachement, la glycoprotéine 41 va permettre la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane cellulaire et donc il y aura l'entrée de la nucléocapside qui va porter l'ARN de polarité positive qui est en double brin. Normalement, cet ARN de polarité positive devrait être directement traduit en protéines, mais comme ce sont des rétrovirus, et c'est pour ça qu'on les appelle rétrovirus, leur enzyme qui est la rétrotranscriptase va rétrotranscrire l'ARN en ADN. Une fois qu'on a l'ADN, cette même enzyme va dégrader l'ARN et va synthétiser le brin d'ADN complémentaire. Donc, une même enzyme a 3 fonctions et c'est une enzyme virale. Une fois que le virus a synthétisé à partir de son ARN un ADN complémentaire, il va rentrer dans le noyau de la cellule hôte et grâce à une autre enzyme virale qu'on appelle l'intégrase, il va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Une fois intégré dans le génome de la cellule hôte, donc dans l'ADN de la cellule hôte, il va transcrire à partir de son ADN qu'on appelle l'ADN proviral, l'ARN messager qui va servir en partie pour la traduction en nouvelles protéines virales et qui va servir comme matrice d'ARN génomique. Ensuite, il va assembler les protéines virales avec le génome et bourgeonner et il aura besoin de ce qu'on appelle une maturation post-bourgeonnement pour devenir infectieux grâce à des enzymes virales qu'on appelle des protéases virales. D'accord? Donc, c'est un exemple un peu complexe pour vous montrer la complexité des choses, surtout pour ces rétrovirus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans l'introduction, je vous ai dit que ce cours sur la réplication virale est nécessaire pour comprendre bien sûr les modalités de réplication virale, mais également les modalités d'action des antiviraux qui vont cibler une ou plusieurs cibles, étapes du cycle de réplication. Si je prends l'exemple du VIH, les médicaments antiviraux qu'on appelle les antirétroviraux vont agir essentiellement au niveau de l'étape de réplication virale, donc en inhibant la rétrotranscriptase. D'autres vont inhiber la protéase, donc ils vont inhiber la maturation virale et donc le virus ne sera pas infectieux. D'autres peuvent inhiber l'intégration du virus et donc il n'y a pas d'intégration virale. D'autres vont inhiber la fixation ou la fusion. Donc, il y a plusieurs antirétroviraux, mais essentiellement qui vont agir sur la réplication
de l'ADN et la maturation. Et c'est en comprenant les modalités de réplication qu'on a pu mettre en place les antirétroviraux et les différentes classes d'antirétroviraux. Alors, je vais finir par les principaux messages et je pense qu'on aura le temps pour voir une petite animation sur toujours la réplication du VIH et qui va bien vous montrer un peu toutes ces étapes. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir de ce cours? Quels sont les principaux messages? La réplication des virus est obligatoirement intracellulaire parce qu'il a besoin de la machinerie énergétique moléculaire et de synthèse protéique. Le génome du virus contient toutes les informations pour assurer sa réplication et prendre le contrôle de la cellule hôte, mais cette réplication ne peut se faire que dans des cellules qui sont sensibles, c'est-à-dire porteuses du récepteur spécifique, et permissives, c'est-à-dire qu'elles peuvent permettre la réplication du virus, et c'est ce qui définit le tropisme cellulaire ou tissulaire des virus. Quand un virus va infecter une cellule, on peut avoir soit un cycle lytique avec production de nouveaux virus ou virions, c'est le cas le plus fréquent, soit un cycle abortif, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter, pas de synthèse de nouveaux virus, soit parce que le virus est défectif, soit la cellule est non permissive, ou encore pour certains virus, on peut avoir ce qu'on appelle la latence virale. Le virus va persister à l'état épisomal ou intégré dans le génome, ce qui peut entraîner parfois une transformation maligne de la cellule pour les virus oncogènes tels que l'HPV. Et cette latence virale peut se transformer en réactivation virale. Le cycle de réplication comporte trois grandes périodes. C'est les étapes initiales ou précoces qui comportent l'attachement à la pénétration et la décapsidation avec la libération du génome viral. Une fois que le génome viral se trouve au niveau de la cellule, dans le cytoplasme pour les virus ARN, dans le noyau pour les virus ADN, va commencer l'expression et la réplication virale proprement dite. Premièrement, la synthèse de l'ARN messager qui est l'événement clé et qui a été bien synthétisé par la classification de Baltimore. Donc, ces ARN messagers vont être traduits en protéines virales. En premier, non structurales, essentiellement enzymatiques, puis les protéines structurales. Et en même temps, ou parfois en décalé, on a la réplication du génome viral. Une fois qu'on a les protéines virales et le génome viral, vont venir les étapes tardives qui comportent l'assemblage dans le noyau ou le cytoplasme de ce génome avec les protéines virales et par la suite la maturation, le relargage et la libération des nouveaux virions. Et j'insiste encore une fois, donc les étapes du cycle de réplication sont les cibles des antiviraux, bien que ces antiviraux vont cibler essentiellement les étapes de réplication du génome viral. Donc, je rappelle encore une fois la classification de Baltimore, donc qu'il faut connaître. Donc, les 7 types de génomes qui vont expliquer la différence de stratégie des virus pour arriver à l'ARN messager. Donc, ici, vous avez les principales références bibliographiques. Et je vais prendre les 5 dernières minutes, on va dire, pour vous montrer une animation que vous pourrez bien sûr revisualiser tout seul chez vous sur la réplication du VIH. Alors, le VIH, c'est cette particule virale qui est composée, comme on l'a vu, de 3 enzymes virales et de glycoprotéines de surface. Donc la première étape, c'est la fixation du virus grâce à la glycoprotéine 120 sur son récepteur cellulaire qui est la molécule CD4. Donc ici, vous avez la molécule CD4 et là, vous avez les corécepteurs, notamment CCR5. Donc le virus va venir et grâce à sa glycoprotéine 120 qui est là. Ici, vous avez la glycoprotéine 41 transmembranaire. Donc, il va se fixer. Donc, la première étape, c'est la fixation de la glycoprotéine 120
sur la molécule CD4, sur le récepteur. On aura besoin également des corécepteurs qui vont abaisser la particule virale et le fait qu'elle s'abaisse, on va voir, la glycoprotéine transmembranaire 41 va venir et va activer la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cytoplasmique de la cellule hôte. Donc, attachement, fusion, ce qui va permettre la libération du matériel génétique de ce virus, qui, je le rappelle, est un ARN de polarité positive en 2 exemplaires, qui est là, et il a également 3 enzymes virales, la rétrotranscriptase, l'intégrase et la protéase. Alors, premièrement, on a dit que l'intégrase, la rétrotranscriptase, va rétrotranscrire l'ARN en ADN. Donc, on aura à partir de l'ARN en rouge de l'ADN. Elle va dégrader l'ARN pour n'avoir que l'ADN. Cette même enzyme va synthétiser un ADN complémentaire. Ceci se passe au niveau du cytoplasme de la cellule hôte. Cet ADN complémentaire aura besoin d'une autre enzyme virale qui s'appelle l'intégrase, qui va le préparer et qui va l'emmener au niveau du noyau, cette fois-ci, de la cellule hôte. Regardez, il va rentrer dans le noyau et il va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte. Donc, il va faire partie du génome de la cellule hôte. On appelle ça un ADN proviral. Donc, l'ADN proviral aura besoin des enzymes cellulaires au niveau du noyau pour synthétiser les ARN messagers. Ces ARN messagers vont sortir dans le cytoplasme et vont être traduits en protéines virales, telles que la glycoprotéine 120, 160 au départ, puis 120-41. Et il aura besoin d'une autre enzyme virale qui s'appelle la protéase, qui va permettre la maturation de ces protéines. Par exemple, 120 divisé en 41, 160 divisé en 120 et 41. Ici, donc après la synthèse de cet ARN messager qui va également être un ARN génomique, c'est la même chose. Cet ARN génomique, il y aura un assemblage de 2 ARN. Donc, au niveau d'une même particule virale, ce n'est pas un ARN bicaténaire, c'est un ARN qui est présent en 2 exemplaires, mais c'est la même chose. Assemblage des 2 avec les protéines de la nucléocapside, avec les enzymes virales, donc la rétrotranscriptase, la protéase et l'intégrase qui font partie du virus lui-même et des autres glycoprotéines de l'enveloppe virale. Donc regardez, il va sortir et bourgeonner à partir de l'enveloppe virale, il va bourgeonner et s'envelopper de ces glycoprotéines 120 et 41 qui ont migré au niveau de l'enveloppe et il va maturer à l'extérieur pour venir infecter d'autres cellules. Maintenant, on va voir que toutes ces étapes du cycle de réplication du VIH vont être la cible d'action d'antirétroviraux. Donc, les premiers vont agir sur cette fixation. Donc, on a des traitements qui vont agir et inhiber la fixation entre CD4 et la glycoprotéine 120. Ensuite, vous avez essentiellement des antiviraux qui vont agir en inhibant la rétrotranscriptase. D'accord? Soit en inhibant son site actif, soit à travers des analogues nucléotidiques. Donc, je ne rentre pas dans les détails, c'est uniquement pour vous montrer où est-ce qu'on peut agir pour arrêter la réplication. Et donc, s'il n'y a pas de rétrotranscription, il n'y aura pas de synthèse d'ADN complémentaire. Donc, ici, on va bloquer le site actif de l'enzyme.
Ensuite, il y a des antiviraux qui vont bloquer l'action de l'intégrase et donc il n'y aura pas d'intégration. D'autres qui vont bloquer l'action de la protéase et donc pas de maturation du virus. Et un virus qui est immature est un virus qui est non infectieux. Donc j'ai fini. C'était la dernière, enfin l'animation était la dernière partie du cours, c'était uniquement pour vous montrer un peu de façon plus schématique ce qu'on peut avoir comme cycle de réplication et pourquoi c'est intéressant d'étudier ce cours. Est-ce que vous avez des questions avant de finir? J'essaie d'arrêter le diaporama. Donc c'est bon, on a fini. Je pense que vous n'avez pas de questions. Je vois pas de questions qui, la majorité ont quitté le cours. J'espère qu'on pourra se voir la prochaine fois en présentiel. Je vais essayer de synthétiser un peu les deux, les deux cours avant d'entamer le prochain cours qui va porter sur la réplication virale, cette fois-ci dans l'organisme. Donc, c'est les mécanismes généraux des infections virales. Au revoir et bon week-end.